Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus et de soutenir des primo-oratrices et des primo-orateurs comme moi. Je m'appelle Émilie Gut et je suis CTPO chez Zenride, société qui est spécialisée dans la location de vélos pour les salariés par le concours des employeurs. Dans mon équipe, j'ai toute une équipe d'ingénieurs en développement et de personnes au produit. Et j'ai un background plutôt technique, de poste de développeuse jusqu'au poste de directrice technique, toujours hands-on. Je vous propose ce soir de vous faire un retour d'expérience dans le domaine du management, en suivant chronologiquement ma carrière. Donc ce soir, désolée. Et ce soir, donc je vais vous expliquer comment je suis passée d'un management littéralement despotique et comment j'ai fait évoluer mon management au fil des opportunités que j'ai pu saisir. Tout d'abord, je voudrais savoir qui parmi vous, en études supérieures, a suivi des cours de management et n'a pas eu le sentiment d'avoir capitalisé sur cet apprentissage après en entreprise. Bon, il n'y a pas tant de monde que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, très honnêtement. Mais alors, donc, du coup, soit vous n'avez pas suivi d'études supérieures, soit vous n'avez pas suivi de cours de management, soit vous avez capitalisé et là, c'est top pour vous. Moi, je vous fais un retour d'expérience sur mon ressenti par rapport à ça parce qu'en fait, j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas avoir capitalisé du tout sur cet enseignement-là et de ne pas avoir élaboré de stratégie managériale pendant les études pour avoir une assise confortable pour prendre des postes à responsabilité en chefferie d'équipe. Et pour ça, en fait, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée pendant mes études supérieures. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en 5 ans et en 4e année, notre prof de management nous a fait remplir un questionnaire. Et ce questionnaire, il sanctionnait un niveau d'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle. Et donc, on a dû répondre et chacun donnait à voix haute sa note. Donc, les notes allaient de 8 à 15 ou quelque chose comme ça. Arrive mon tour, j'ai beau recompter les points, j'ai 2. Et vraiment, j'ai 2 sur 20 en fait. Et là, le prof s'approche de moi et il me dit « Vous voulez qu'on en parle ?» Mais comme si c'était vraiment une catastrophe et je me suis sentie hyper mal. Et en fait, la conclusion que j'ai eue de cet échange, c'est que j'étais incapable de comprendre l'autre et que surtout, c'était une fatalité et que j'arriverais jamais à progresser et que j'arriverais jamais à comprendre les autres. Et en fait, ça s'est illustré du coup très vite en école d'ingénieur. Arrivé en 5e année, il a fallu faire de la gestion de projet. Et d'emblée, je me suis dit, je ne vais pas chercher à comprendre les autres, je vais imposer mon truc et je vais être autoritaire. Et donc là, la première pierre de mon style managérial était posée alors que je n'avais même pas commencé à travailler en entreprise. Donc, en tant qu'experte en management despotique, moi, je vais vous expliquer comment ça marche et comment on fait. Est-ce que parmi vous, déjà, il y a des personnes qui ont vécu des situations avec des managers toxiques ou despotiques, ou même est-ce qu'il y a des gens ici qui sont eux-mêmes des managers despotiques? J'en connais, mais je dirais pas les noms. Il y a quand même quelques personnes qui ont un vécu. Alors j'espère que... on va voir si ce que je vais raconter, ça fera écho à votre vécu en fin de présentation. Dans la recette, il faut d'abord mettre une cuillerée d'hyperproductivisme. Il faut regarder le volume de code produit, regarder les bugs corrigés, trouver des responsables. S'il y a un problème, il faut vraiment trouver un responsable tout de suite et blâmer. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il ne faut surtout pas traiter son équipe comme des êtres humains. C'est des ressources. Il faut, à la moindre occasion, leur sauter dessus. Il faut ne pas les laisser s'exprimer. Il ne faut pas les écouter. Et surtout, il ne faut pas faire de one-on-one. Donc en fait, là, je vous dis, en 8 ans, bon, je n'ai pas été manager pendant 8 ans sur ma première expérience, je n'ai pas fait un seul one-on-one avec mes équipes, sauf les évaluations annuelles de performance. Je vous laisse imaginer, il n'y a pas de dialogue, on arrive, on s'installe et on commence à déballer tout le truc. En fait, ça se passe très très bien. Et ensuite, vous mettez tout ça au four dans un contexte tendu, une start-up qui lève des fonds, un besoin de faire de la marge, du chiffre d'affaires, donc la réduction de coûts, un petit peu de pression, et on met au four et on attend de voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne se passe pas très bien.
Les relations sont difficiles au travail parce que, en fait, je me retrouve à tout contrôler. Je me sens indispensable, je me crois indispensable, alors que c'est probablement pas le cas. Et il y a une grosse perte de confiance entre moi et les personnes avec qui je travaille, qu'elles soient sous ma responsabilité ou même mes pairs. Du coup, il n'y a pas d'échange possible. Et alors, je ne vous raconte pas les départs. Imaginez, vous avez besoin de parler du départ d'une personne de votre équipe, sauf que le dialogue, il est déjà rompu. Donc en fait, il y a beaucoup de départs qui se sont passés, on finissait par se hurler littéralement en fait, dessus et c'était impossible à gérer. Est-ce que du coup ça vous rappelle, ça vous rappelle des choses pour les personnes qui ont levé la main tout à l'heure? Je suis vraiment désolée. Hein. Du coup, suite à toutes ces années-là où ça a été quand même dur, aussi bien du coup pour moi que pour les personnes que j'ai managées, et là je suis vraiment désolée à nouveau pour ces personnes-là, moi j'ai eu besoin de voir un autre contexte, un autre management, parce que c'était ma première expérience et j'avais besoin de faire un peu table rase et de voir ce qui se passe ailleurs. Donc je me suis laissé un peu de temps derrière, après cette expérience-là, pour voir différentes entreprises. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à me renseigner et à lire des livres sur les biais cognitifs, sur comment fonctionne le cerveau humain. Et moi, ça m'a permis de prendre du recul sur les relations interpersonnelles et aussi à me demander pourquoi les gens réagissent de cette manière-là et pourquoi moi, je réagis comme ça. Est-ce que j'ai été comme ça parce que j'avais peur d'échouer? Est-ce que j'étais comme ça parce que j'étais une femme? Parce que j'étais inexpérimentée et que je devais gérer des gens plus expérimentés que moi. Voilà, je pense que rétrospectivement, c'est multifactoriel. Donc, mais ça m'a permis en fait vraiment de chercher un sens à ce que je fais et essayer de remettre en question un peu ma façon de travailler. Donc j'ai pris une opportunité de travailler dans une association suite à cette expérience-là, où la mission c'était vraiment d'aider les personnes qui étaient en recherche d'emploi à se poser les bonnes questions pour réussir le fait de trouver un emploi. Et donc, je me suis retrouvée dans une entreprise où le care, c'était l'ADN de la boîte. Donc, j'ai changé vraiment radicalement ma façon de travailler parce que j'ai découvert les one-to-one avec mon manager, mon propre manager, mais avec d'autres personnes qui faisaient partie de l'équipe, mais avec qui je n'avais aucune relation hiérarchique. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette perte de temps, je ne vais pas pouvoir travailler dans ces conditions. Et en fait, je me suis aperçue au fil du temps que ça m'a aidé à construire des relations avec d'autres personnes avec qui je travaillais directement ou avec qui j'allais travailler plus tard, et donc de nouer une relation de confiance entre collègues. J'ai découvert les blitz. À la fin de la journée, on se retrouve et on raconte comment on a vécu la journée. Pas qu'est-ce qu'on a fait, non, comment on a vécu la journée. Et donc, au début, je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on en a à faire si j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée? De toute façon, vous l'avez bien vu. Et en fait, ça fait quand même du bien de décharger et de savoir que certaines personnes dans l'équipe comprennent quelles sont mes problématiques et peut-être m'aident à les surmonter. Ça, c'était quand même un gros enseignement. Et dans cette boîte, il y avait aussi beaucoup de transparence. On avait besoin de tout faire en public. On avait besoin aussi de discuter de tout, les OKR, on les définissait ensemble. Définir ce qu'on les avait réussi, c'était ensemble. Tout était sujet à débat et à discussion. On avait des tech points aussi techniques où on pouvait argumenter des heures et des heures. Au début, c'était un vrai calvaire pour moi d'argumenter des heures et des heures, puisque avant, moi, j'imposais tout en fait, puisque j'avais toujours raison. Et là, vraiment, il y a eu un switch de façon de travailler avec mes pairs et qui m'a obligée à écouter les autres et aussi à m'exprimer de façon pas autoritaire, du coup. Et il y avait aussi une politique de congé illimité où chacun pouvait prendre autant qu'il voulait tout au fil de l'année. Et là, dans cette structure-là, on était vraiment dans un état d'esprit où l'individu, le bien-être de l'individu était ce qui était le plus important en fait dans l'entreprise. Mais qu'est-ce que ça donne en fait là? Moi, j'étais vraiment dans l'extrême opposé de ce que j'avais fait.
Pour moi, c'était trop de bienveillance. L'approche était un peu trop humaine. L'humain était au centre de tout. Et je me suis sentie oppressée, en fait. Cela dit, ça m'a permis de découvrir que je n'étais pas dénuée d'empathie et de compassion. Et par contre, moi, j'avais un gros problème, c'est la performance. Si quelqu'un s'absente pendant 3 semaines du jour au lendemain, je ne savais pas comment faire. Donc, du coup, j'avais eu l'impression de cuire un gâteau trop mou et trop fondant. J'ai sauté sur l'occasion d'avoir une nouvelle opportunité chez Zenride par la suite pour faire un mix, en fait, de ces 2 expériences-là. Et le gros défi, c'était de monter une équipe entièrement. Donc, j'ai créé une nouvelle recette où j'ai mis vraiment l'individu au centre et je n'ai pas lésiné sur les recrutements. Donc, j'ai passé du temps à construire une équipe au profil varié pour justement créer l'émulation et la créativité dans l'équipe. Et j'ai mis beaucoup de communication avec la possibilité de s'exprimer et de débattre en toute simplicité dans un environnement safe et sain. Chacun pouvait dire ce qu'il pensait et contribuer en fait à la réussite de l'objectif commun. Bien sûr, pour moi, il y avait toujours les problématiques de performance, donc il était important de gérer de célébrer les victoires et les réussites, mais aussi de gérer les moments difficiles et de surtout pas les laisser sous le tapis comme je le faisais avant. Et ça permettait vraiment d'avoir une relation de confiance avec l'équipe. Qu'est-ce que ça m'a donné, cette recette? Ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie. J'ai trouvé ça très chronophage au début, mais en fin de compte, j'ai trouvé que c'était un investissement sur le long terme dans la relation de travail avec mes collègues qui ont le meilleur avantage en fait, que j'ai vu, c'est que j'ai un très faible turnover dans mon équipe alors qu'elle est jeune. Et le contexte d'équipe, du fait que j'ai eu à construire complètement une équipe, tout le monde a participé à la création des processus et des rituels. Et donc, tout le monde était dans un processus d'amélioration permanente où à chaque échec, il y a au moins une personne dans l'équipe qui se pose des questions. Comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux, voire même toute l'équipe en fait. Et donc là, c'est là où j'ai pu capitaliser sur la force de l'équipe puisqu'elle est soudée, elle est bienveillante, elle joue collectif dans un objectif commun. Tout ça pour dire en fait que pour moi, en rétrospective, cette photo de mon équipe, elle illustre très bien aujourd'hui la manière dont j'aborde en fait la gestion d'équipe parce qu'on voit qu'elle est heureuse de venir au travail et je trouve que ça rejoint la thématique de la résilience puisqu'en fait c'est de l'adaptation de mon comportement par rapport au contexte et en fait composé avec différents caractères, différentes personnalités qui ont des vécus différents et même des systèmes de valeurs ou des systèmes de pensée différents. Pour moi, c'est un challenge quotidien. Et réussir à faire travailler tout ce petit monde ensemble, c'est une vraie satisfaction. Merci pour votre attention. Je m'appelle Émilie Gutz et je serai ravie de poursuivre avec vous plus tard. Vous pouvez scanner ce QR code pour commenter ce talk. Et en bas, vous avez un petit QR code avec une bibliographie dont j'ai oublié de parler pendant une transition. Voilà. Merci. Il y a le temps pour une question? Bon, j'ai le temps pour une question. Une gentille question. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Quand on est manager toxique, despotique, pardon, comment on gère la relation avec son N+1? Alors, la question c'est comment est-ce qu'on gère la relation avec son N+1 quand on est manager despotique? Il y a un biais qui était dans mon texte, mais que j'ai zappé, c'est que dans cette expérience-là, j'ai épousé mon N+1 entre-temps. Donc je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pu continuer aussi, parce que j'étais performante et que les dommages collatéraux, c'était moins grave au regard de ce qui a fait que le cofondateur retombait sur ses pattes. Voilà. Merci.